Donc là, le thème de cette première table ronde, c'est la responsabilité créatrice de valeur. Pourquoi on a choisi le thème de la responsabilité? Donc non seulement parce qu'on a été très inspiré par ce qu'on a entendu à Hawaï, mais aussi parce qu'en fait, on s'est dit, quand on a créé des outils pédagogiques, quand on mettait le mot responsabilité, c'était très mal perçu. C'était perçu comme une charge, comme quelque chose de lourd. On est responsable. Non, on n'a vraiment pas envie d'être responsable de cet environnement. Donc on s'est dit, mais en fait, pour nous, on n'a pas cette perception-là. Pour nous, la responsabilité, c'est juste quelque chose de normal, qu'on a envie justement, on a envie de montrer que ça peut être créateur de valeur. Donc là, on va laisser donc nos intervenants présenter un peu ce qu'ils ont à dire sur le thème de la responsabilité. Donc pour cela, donc il y a Karaweki d'Hawaï qui va vous présenter, justement dans la continuité de ce film. Ensuite, nous aurons l'intervention de Virginie Verdier-Bouchu sur la partie juridique, justement, comment on en est arrivé à faire de la responsabilité quelque chose de pesant, on va dire, juridiquement. Voilà. Et ensuite, Guillaume Bouguet de la société Florentin, qui va nous parler de la responsabilité du cueilleur, du récolteur et, voilà, et d'autres sujets également. Aloha kakayaka kako. Good morning, everyone. Bonjour à tous. My name is Kara Ueki, and I was born on Maui, one of the islands in Hawaii. Mon nom est Kara Ueki, je suis née à Maui, une des îles de l'archipel hawaïen. And I would like to share with everyone here about kuleana. So kuleana in Hawaiian means responsibility. J'aimerais partager avec vous quelques notions au sujet de kuleana. Et kuleana en hawaïen veut dire responsabilité. For me, kuleana, there is no if, ands, buts, coulda, woulda, shoulda. Donc pour moi, cette notion, il n'y a pas de oui, si, peut-être, si je pouvais, si il faudrait. You just do it. Il faut juste le faire. Actually, so I think it was 2 days ago, we were taking a tour around Paris. Donc il y a 2 jours, on faisait un tour dans Paris. And Miguel and I started picking up some trash along the sidewalk and the streets, and that was really nice. Et Miguel et moi, on ramassait des détritus dans la rue et c'était vraiment super sympa. So Miguel is from Peru. Donc Miguel est du Pérou. And so this kuleana is not only for Hawaii. It's for everyone, from everywhere, for everywhere. Et donc cette notion de kuleana, ce n'est pas seulement pour Hawaï, c'est pour tout le monde et partout. Okay. So in the video, there was a lady, Namaka Whitehead. Donc dans la vidéo, vous avez vu une femme qui s'appelle Namaka Whitehead. She is my mentor. Et donc elle était mon mentor. And she has taught me a lot about respect and Hawaiian culture and what it is for me to uphold my responsibility. Et donc elle m'a appris énormément au sujet du respect, de la culture hawaïenne et de ce que je pouvais faire pour exercer cette responsabilité. Just 2 summers ago, I
worked with a bunch of youth, and I wanted them to value the forest as much as she taught me how to. Donc, il y a 2 étés, j'ai travaillé avec un groupe de jeunes et je voulais qu'ils reconnaissent la valeur de la forêt autant que je le faisais moi-même. And so I didn't know how to go about that. Je ne savais pas comment les amener à ça. So after the program, I went to Namaka and I told her, "Oh, I wish the kids could just go and learn from you. I wish everybody could learn from you and your team." Et donc, je suis allée voir Namaka et je lui dis je voudrais que tous les jeunes, tous, du monde entier, puissent apprendre ça et avoir cette approche de la nature et de la forêt. And then she told me, "Kara, that's not going to work. We can't physically go to everyone and teach everyone how to value and respect and care for the forest." Et elle m'a répondu, mais on ne peut pas faire ça physiquement, on ne peut pas aller vers tous les jeunes et leur apprendre à respecter la forêt et à l'exploiter, à la valoriser, So now it's up to me because she taught me. So I, in turn, should know not everything that she knows, but the more important things of how to take care of the forest and how special it is. Now it's my turn to be that messenger for others. Donc maintenant, avec tout ce qu'elle m'a appris, c'est à mon tour de partager cette culture et ce respect et comment valoriser la forêt. C'est à moi maintenant d'être le messager pour cet enseignement. In my mind, no, not me, no. See, someone else can do it. Et au début, je pensais non, c'est pas à moi, je vais pas faire ça. Quelqu'un d'autre peut faire ça. And then I keep pondering, and she's right. She at that moment she passed on she empowered me and she encouraged me to step up and now help her reach others in our work. Mais bon, après des réflexions, j'ai quand même franchi le pas et elle m'a beaucoup encouragée et elle m'a donné de la force pour aller de l'avant et accepter cette tâche de partager à mon tour. We have a Hawaiian proverb in Olelo no Eau. Donc il y a un proverbe en hawaïen. It's called Aohe hana nui ke alu ia, which means no task is too big when done together. Un proverbe qui dit qu'il n'y a aucune tâche trop grande quand elle est faite en groupe, ensemble. So I ask everyone here to now be the messengers of spreading the word, of knowing what it is, what our responsibility is to gather the forces to keep this world healthy for all life. Et donc, je demande à tous, je vous demande à vous d'être à votre tour les messagers de cette mission de rendre le monde plus sain et de partager ces idées. Voilà, merci Cara. Donc maintenant, on va écouter Virginie. Alors, ne soyez pas gênés si vous entendez des personnes qui chuchotent. C'est en fait, on traduit dans la salle pour nos invités étrangers, on traduit du français. Et donc là, il y aura une traduction pour Cara. Donc voilà, c'est normal s'il y a des personnes qui chuchotent et qui parlent pendant les interventions.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, je suis Virginie Verdier-Bouchu. Alors, avant d'être invitée à cette table ronde en tant que juriste, je suis surtout une amie de longue date de Nathalie, de très longue date même, parce que les années passent. Je suis ravie qu'elle m'ait invitée. Voilà, c'est un point important de notre amitié aussi, de partager certaines choses. Alors, quand Nathalie m'a demandé d'intervenir sur le colloque, je me suis dit, oh là là, moi en tant que juriste, qu'est-ce que je vais leur dire? Que la responsabilité, c'est des devoirs, que la responsabilité, c'est des sanctions, que la responsabilité, c'est le juge. Et puis ils vont tous partir en fait, ils vont se dire, elle n'est pas intéressante celle-ci. Et puis après, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, est-ce que le droit voit la responsabilité autrement? Et j'ai eu de la chance parce qu'il y a eu une loi en 2016, quelques mois après, vous voyez, j'étais pas là, une loi qui, pour la première fois, vraiment, a peut-être abordé la responsabilité sous un sens éthique et pas uniquement juridique. Alors, c'est une loi qui est assez critiquée par beaucoup d'associations et on peut le concevoir parce qu'elle est peut-être pas allée assez loin, mais il faut toujours trouver du positif quand même dans ce qu'on fait. Et il y a ce petit point positif pour moi qui est cette loi donc sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, donc qui a été adoptée le 8 août 2016. Et cette loi, elle aborde un thème qui est celui des obligations réelles environnementales. Alors, qu'est-ce que c'est que ces obligations réelles environnementales? C'est un questionnement qu'on peut tous avoir, chacun, pour savoir ce que l'on veut transmettre à nos enfants. Pourquoi? Parce qu'elle s'adresse au bien que l'on a en notre possession, un bien immobilier, et on peut décider de grever ce bien, de lui imposer finalement une obligation réelle environnementale. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette obligation, elle n'est pas pour nous, elle est pour le bien. Donc si demain ce bien, eh bien, je le transmets à mes enfants, si je le vends à une autre personne, l'obligation environnementale que j'aurais mise sur ce bien, elle suivra le bien. Donc il faudra que je trouve un preneur. Alors si c'est vos enfants, ma foi, ils font avec ce que vous leur donnez, hein, les pauvres. Mais si vous décidez de le vendre, il faudra arriver à trouver quelqu'un qui accepte de récupérer un bien, qui a un terrain par exemple, hein, une propriété tout simplement, qui a une obligation environnementale. Je n'aurais pas le droit, peut-être, sur ce bien, de planter des OGM. Je n'aurais pas le droit d'utiliser des pesticides. Je n'aurais pas le droit de faire certaines constructions si j'achète ce bien. Et ça nous pose une question importante. Qu'est-ce qu'on va privilégier dans la transmission que l'on va faire de ce bien? On est quand même, moi je vous parle de la France, hein, où on est attaché au foncier. Transmettre, c'est important dans notre culture, surtout une propriété, surtout un terrain. Et accepter de transmettre à nos enfants un bien qui va perdre de la valeur économique, peut-être, mais qui va gagner en éthique. Est-ce qu'on est prêt, tous, vous et moi, à faire ce choix, à avoir cette approche-là? C'est une vraie question quand même aujourd'hui parce que on se sent tous responsables, comme vous le disiez. On se dit ah oui, on peut faire, on peut. Mais quand ça touche à notre patrimoine, est-on aussi responsable que ça? J'aime bien cette citation de Vladimir Jankélévitch qui dit « La responsabilité demande du courage parce qu'elle nous place à la pointe extrême de la décision agissante. » Et oui, il faut être courageux quand on veut être responsable, avoir le courage de diminuer peut-être son patrimoine. Alors moi, je pense qu'on va peut-être l'enrichir parce que peut-être qu'on trouvera au contraire un preneur, un acquéreur, ou nos enfants nous remercieront peut-être de leur avoir transmis ce bien avec cette protection, cette bulle, entre guillemets, environnementale qui suivra le bien. On le fait à un moment donné pour nous sur ce bien, et puis
le bien, on le transmet, et c'est d'autres qui le transmettront avec cette obligation environnementale. Alors aujourd'hui, les parlementaires n'ont pas de retour sur effectivement cette nouvelle modalité. Ils nous ont prévu de faire un rapport dans 2 ans pour voir si ça marche. On va voir avec les notaires, avec l'ensemble des professions liées à l'immobilier, si effectivement eh bien on a un tel retour sur cette responsabilité-là. J'espère que tous, on réfléchira quand on aura un patrimoine immobilier à cette question-là, de se dire quelle responsabilité environnementale je peux poser sur ce bien, et pas une responsabilité sanction, mais une responsabilité éthique. Alors, pour information, on pratique déjà beaucoup cette technique, notamment au Canada, où on a déjà grévé souvent des biens de cette manière, et ça marche. Alors pourquoi ça ne marcherait pas en France? C'est une belle question. Repartons en réfléchissant à ce qu'on veut léguer finalement comme patrimoine à nos enfants, mais surtout à tous les enfants qui vont venir, aux générations futures. Moi, je voudrais terminer là-dessus. J'ai eu un papa qui aimait beaucoup la nature, les champignons, le jardin, et il m'a souvent emmenée dans les bois. Au début, je me disais, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je l'ai plus, ce papa. Mais j'ai quand même tout ce savoir, et puis j'ai toutes ces odeurs de mousse qui restent dans mon esprit, et qu'aujourd'hui, j'essaye de transmettre à mes enfants. Donc, c'est aussi une réflexion qu'on peut engager sur notre patrimoine. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va écouter. Alors, vous pourrez poser toutes les questions après. On aura un large temps de questions-réponses. On va maintenant écouter Guillaume Bouguet. Donc, on va revenir sur la partie plantes et sur la partie récolte. Et on pourra peut-être après parler de consommation, puisqu'on est un peu tous dans la salle, je pense, consommateurs de plantes. Donc voilà. Donc Guillaume, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais aussi me présenter rapidement. Donc, je suis ingénieur en écologie de formation, un master à l'université de Montpellier, et donc cueilleur professionnel depuis maintenant 5 ans que j'ai créé mon entreprise, qui s'appelle donc Florentin. Donc l'idée de départ est partie, parce que j'étais pas parti pour faire vraiment cette partie production sur les plantes, c'était plus une approche de gestion de la garrigue. Je suis un petit des garrigues au nord de Montpellier. Les garrigues sont des milieux qui se ferment depuis une 50aine d'années. Beaucoup d'activités ont disparu. Et donc aujourd'hui, en matière de gestion, de préservation de la biodiversité, les actions sont relativement limitées. Les moyens sur l'environnement sont toujours limités. Donc l'idée, c'était de réfléchir s'il n'y avait pas des ressources dans ces milieux-là qui autrefois auraient pu être exploitées, par exemple, et permettra en fait de remettre des activités en place, et avec une approche de gestion du milieu, de rétribution au milieu. Et donc, c'en est arrivé sur les plantes aromatiques médicinales, comme le thym, le romarin, toutes ces plantes de garrigue, qui en fait ont été exploitées pendant plus de 1000 ans dans les garrigues de Montpellier, avec Montpellier qui a rayonné pendant plusieurs siècles, capitale des parfums. C'était le centre des plantes dans toute l'Europe, et il y avait énormément d'emplois sur ces plantes-là. Et donc je me suis retrouvé avec d'un côté une demande de consommateurs qui reviennent de plus en plus vers les plantes, la naturalité des plantes, un milieu qui était très riche en ces plantes-là, et finalement pas forcément le lien entre les deux. Parce qu'aujourd'hui on trouve des plantes, mais ça vient de n'importe où, la qualité est extrêmement variable sur ce qu'on propose. Et donc là, l'idée, c'était de réapprendre les savoirs traditionnels, de faire un travail d'investigation au niveau biologie, écologie de la plante, de redévelopper des méthodologies pour gérer ces plantes-là et pouvoir créer de l'emploi local, puisque c'est une ressource qui est non délocalisable. Donc je suis obligé de travailler sur les sites qui sont à proximité. Je suis obligé d'être en lien avec les propriétaires. Je ne possède aucune terre. Donc en fait, c'est un lien assez fort que j'ai avec les propriétaires qui me laissent l'accès aux terres avec des systèmes de rétribution qui sont à leur convenance. Et en but ultime dans la démarche, je travaille depuis quelques années avec le conservatoire espace naturel pour rétribuer une partie du prix de ce que je prélève pour l'entretien des garrigues, puisque mon activité de cueillette ne permet pas de faire l'entretien de débroussaillement ou d'accompagner un berger pour réouvrir les milieux. Donc c'était toute cette approche-là
qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, avec une partie qui est plus difficile, qui a été ce produit, il faut que je le vende, je dois vivre de mon métier de producteur, donc il a fallu que je reconstruise tous mes prix et que j'explique toute la démarche, que je me batte sans cesse sur l'aspect tarif des produits, mais avec un produit qui est hautement qualitatif par rapport à ce qu'on trouve, notamment pour le thym qui est exporté par centaines de tonnes en France. On a des produits qui sont à très très faible qualité, sont souvent importés de pays où les filières sont désorganisées, il y a de la surexploitation, les gens ne sont pas bien payés, et j'ai un produit qui arrive sur le marché qui est très mauvais. Et donc là, en réexpliquant, en faisant faire des tests aux différents clients, en faisant tout ce travail de sensibilisation, on voit qu'aujourd'hui, j'ai un produit qui est 3, 4, 5 fois, 10 fois plus aromatique que les produits qu'on trouve dans le commerce. Et depuis peu, on a même poussé encore plus loin, parce que je travaille toujours avec les laboratoires de Montpellier, en espèce d'interface entre ce lien terrain, connaissance de la ressource des sites, et puis cette approche fondamentale de connaissance. Et là, je travaille avec l'INSERM, CNRS et Faculté de pharmacie, et on est en train de réétudier sur certaines plantes sauvages certaines caractéristiques, et on est en train même de voir qu'en concentration de principes actifs comme antioxydants, où on a même sur une plante trouvé des principes actifs non décrits. Donc on se rend compte qu'en explorant cette biodiversité, en la préservant, on peut aussi aller à la découverte de nouvelles de choses qu'on n'a pas vues parce qu'on n'avait pas les techniques et qui se perdent probablement dans la culture, puisqu'à force de domestiquer la plante de manière trop intensive, on finit par avoir un produit qui fait de la matière végétale, mais qui fait plus de l'arôme, qui fait plus du principe actif, qui est un peu la raison d'être de la plante pour se protéger dans son environnement difficile. Donc voilà, vous avez un petit global sur la démarche, un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est toujours cette interaction entre métier de producteur et science, et puis d'essayer de construire une activité durable qui est loin d'être évidente depuis 5 ans. Ça s'équilibre, mais voilà, c'est encore quelque chose qui doit avancer, mais on sent qu'il y a une demande là-dessus, qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers cette approche-là. Maintenant, c'est comment on structure ça, comment on peut transmettre ces méthodes-là aussi à d'autres. Donc maintenant, c'est ce qui se passe aussi. Beaucoup de cueilleurs qui viennent se former, voir un petit peu comment on a cette approche de gestion de la ressource. On essaie de développer tout ce réseau-là, et de temps en temps, j'ai même des sollicitations un peu plus lointaines hors France pour avoir la même approche. Puisque l'idée de départ était vraiment, je construis le modèle chez moi, je fais dans mon jardin, entre guillemets, éventuellement même mes erreurs, je les ferai chez moi. Et si le modèle fonctionne, de pouvoir accompagner d'autres structures et de plus transmettre le concept en disant les arts traditionnels, l'approche scientifique, de connaître sa ressource, comme c'était bien montré aussi dans le reportage, c'est toutes ces approches-là, et de développer des méthodes avec les personnes qui sont viables pour la ressource et économiquement viables aussi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, il marche. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais dire un petit mot parce que c'était important aussi sur la responsabilité du consommateur. Donc, on est tous dans cette salle, je pense, si on est intéressé, on est tous consommateurs de plantes. Or, on a une grande responsabilité également. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y avait des modes sur les plantes qui peuvent entraîner une raréfaction des ressources. Et c'est très dommageable, c'est-à-dire que si on veut bien faire, on veut se soigner au naturel, ce qui est vraiment quelque chose qu'on encourage, en fait, on va arriver à l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on veut promouvoir le patrimoine végétal, et au final, on est en train d'appauvrir la ressource parce que, alors par exemple, il y a eu plusieurs exemples, mais l'Arpagophytum en Afrique du Sud, c'était pour fabriquer des gélules pour maigrir. Et donc, en Occident, il y a une grande mode de l'Arpagophytum. L'Arpagophytum a quasiment disparu. Donc, voilà, on est dans des modes comme ça, et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. C'est-à-dire que notre responsabilité en tant que consommateur de plantes, c'est de vérifier que la plante est récoltée de manière durable. Donc, c'est là où la connaissance en fait, des producteurs et des produits est importante, et des producteurs, des récolteurs, et aussi notre responsabilité personnelle. On a travaillé, nous, avec Plantes et Planète, sur l'arnica. L'arnica est une plante menacée. Très peu de gens le savent. C'est une plante qui a tellement diminué que donc on est en train d'essayer de trouver des solutions pour préserver cette plante et cette ressource. Et sauf que là encore, il y a eu dans les dernières années un grand boom de produits à l'arnica.
Donc on a toutes les pommades anti-bleu, anti-bosse, etc. Donc ça vient avec la tendance qui est positive de se soigner un peu plus avec les plantes, sauf que ça vient mettre une pression sur la plante qui est plus importante. Donc certes, les cueilleurs-récolteurs ont une responsabilité, mais les consommateurs également. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, est-ce que je ressens vraiment que c'est de l'arnica dont j'ai besoin, ou est-ce qu'il y a d'autres plantes non menacées qui peuvent aussi me permettre de me soigner avec les plantes. Donc voilà, on est sur tous ces aspects-là, et c'est pour ça que la notion de responsabilité, elle est vaste. Mais ça ne veut pas dire, et c'est là la table ronde, et donc là on va pouvoir aller plus loin avec nos intervenants et puis leur poser des questions, mais cette notion de responsabilité, elle peut être sur des petites choses. On n'a pas besoin de se mettre un gros poids sur le dos. On peut vraiment agir avec, voilà, c'est prendre conscience, c'est se renseigner, c'est lire. C'est pas forcément lourd, mais c'est extrêmement important pour assurer une ressource en plantes durable. Donc, je vais commencer moi à poser quelques questions. Je vais vous laisser préparer les vôtres. Donc, peut-être une question déjà pour Guillaume. Est-ce que justement cette responsabilité du consommateur dans vos actions de vente de plantes, vous la voyez évoluer également? Oui, c'est quelque chose qui est plus important. Ce que j'essaye de faire passer en message, c'est plus de revenir sur des plantes qu'on a chez nous. Je suis toujours un peu énervé quand on vient me parler de choses qui sont de l'autre bout de la planète et que je sais qu'il y a une plante qu'on a chez nous qui a plus ou moins les mêmes vertus, et donc de plutôt se concentrer sur ces plantes-là. Donc là, il y a un travail de réexplication, mais on sent que les personnes sont sensibles à ça, ils sont sensibles d'avoir le producteur en face d'eux, de savoir d'où ça vient, que la filière soit tracée et qu'ils aient un peu des garanties de bonne gestion. Et ils s'y retrouvent sur la qualité du produit aussi. Donc finalement, c'est sur l'ensemble qu'il y a un effet gagnant. Donc maintenant, il faut les éduquer au prix des plantes. Ça, un peu plus compliqué, mais ça y vient parce qu'il y a une demande qui vient là-dessus, même sur des entreprises qui cherchent à valoriser l'ancrage territorial, la démarche. C'est quelque chose que je sens aussi. Bon, ils sont quand même plus durs sur les prix. Ce qui est plus compliqué avec ces structures-là, c'est arriver à faire comprendre que certaines ressources, si l'année est mauvaise, on n'aura pas les quantités, qu'on a des variations comme ça qu'on ne maîtrise pas forcément. Et donc là, c'est là où il y a vraiment le travail le plus difficile. On est dans un monde où on a tout le temps, quand on veut. Et moi, j'ai certaines ressources, je fais des petites quantités. Je le fais même volontairement sur certaines plantes parce que je sais qu'elles sont plus rares. Et voilà, sur le thym notamment, je pourrais expliquer à ceux qui sont intéressés, mais il y a différents thym avec des races chimiques de thym un peu particulières. Et volontairement, j'ai repris mes tarifs là-dessus, j'ai revalorisé certaines choses pour que le cueilleur gère bien sa ressource. Donc j'essaie de motiver le cueilleur à ce qu'il gagne correctement sa vie en faisant une bonne gestion de la ressource. Et je fais des quantités des fois volontairement réduites. Je ne les propose pas à tous les réseaux parce que je sais qu'il y a des réseaux où c'est soit non compris ou alors ça va devenir un peu la bérésina sur ces produits-là. Donc j'essaye moi, sur une approche plus écologique, il est toujours difficile de trouver l'équilibre entre économie et écologie, de gérer certaines ressources et de faire en petite quantité, de préserver comme ça le patrimoine. D'accord. Merci. Une question pour Cara. Dans les actions d'éducation à l'environnement, comment à Hawaï, les jeunes, comment vous les éduquez à cette notion de kuleana et de responsabilité? So the youth, So the youth in Hawaii, they have nowadays they have from ages 7 to maybe about maybe a little bit into college. Donc actuellement, les jeunes, à partir de 7 ans jusqu'au college, c'est l'université, après le baccalauréat. And really to get them to understand and the importance of their responsibility is to take them and show them and make them work and do the things that they need to do to ensure the forests and the ocean stays intact. Donc en fait, pour les introduire à ces notions, on leur explique, mais surtout on les emmène sur le terrain et on leur fait faire des travaux
pour qu'ils comprennent véritablement, profondément ce qu'il faut faire pour préserver la forêt et l'environnement. So 2 summers ago, I worked with 4 high schoolers, and we went around the island with different conservation agencies. Et donc, il y a 2 étés de cela, j'étais avec 4 lycéens et nous avons parcouru sur une île dont nous avons parcouru toute une île avec l'île de Molokai, et avec différentes agences de protection de l'environnement. And so they got to help restore a fish pond. Et donc, leur tâche, c'était d'aider à la restauration d'étangs à poissons. Parce qu'à Hawaï, il y a des étangs d'élevage de poissons. Fish pond is a traditional Hawaiian way to harvest, like a fishery. So you don't have to go out and fish, but you can grow your own, and they learn their culture as well. Et donc, les étangs à poissons à Hawaï, c'est une tradition très ancienne qui consiste à créer un étang avec des voies d'accès vers la mer. Mais du coup, en fait, les poissons se concentrent dans cet étang. Et pour les Hawaïens, la pêche est beaucoup plus facile. Ils n'ont pas besoin d'aller très, très loin pour trouver une grande quantité de poissons. Et ainsi, les jeunes, dans ce travail de restauration des étangs à poissons, apprennent toute la culture, tout un pan de culture hawaïenne. En fait, ça dépasse l'environnement. And then in the mountains, they go and they weed, they pull out the invasive plants, and they learn what is native and what their uses are. Et comme on l'a vu dans le documentaire, ces jeunes sont aussi allés dans la forêt pour désherber, enfin, c'est-à-dire arracher toutes les plantes invasives qui empêchent la forêt locale, les espèces locales de se développer. Et donc, voilà, donc ils vont faire un travail d'arrachage de plantes invasives dans la forêt. So hopefully, by doing these actions, by practicing this lifestyle, it inspires them to keep going. Et ce qu'on espère, c'est qu'en les faisant pratiquer ces opérations physiquement et de tout leur être, on espère que ça les inspire à continuer et à partager eux-mêmes ensuite ces notions-là. Alors, une petite question pour Virginie Verdier. Donc, est-ce que l'évolution du droit va vers plus d'éthique, et notamment en prenant en compte cette notion de responsabilité, ou est-ce qu'on va quand même vers un peu plus de sanctions encore ? La sanction sera toujours présente. Hein. On est toujours sur ces principes un peu du pollueur-payeur, avec cette notion-là. Sauf qu'aujourd'hui, le pollueur-payeur, quand on le voit dans les textes, c'est presque un droit à polluer qu'on paye, plutôt qu'une véritable sanction, c'est-à-dire qu'on se donne un gage finalement, hein, on achète notre pollution. Tant que les sanctions ne seront pas terribles, je dirais, financièrement ou pour notre patrimoine, on acceptera finalement de payer notre pollution. Donc ça, c'est un peu dommage encore aujourd'hui. Je crois qu'on intègre un petit peu d'éthique quand même, parce que cette loi, par exemple, il y a un article sur les semeurs aussi, sur les échanges de graines, notamment entre jardiniers en particulier. Hein, et c'est plutôt bien, parce qu'on l'attendait depuis longtemps. Mais on sait tous que le droit est changeant en France. Alors, je m'abstiendrai de tout commentaire aujourd'hui, puisque c'est une période un peu particulière, mais qu'une assemblée, un président peut faire des choix complètement différents sur ces thèmes. On peut laisser tomber des lois en désuétude aussi, ne pas utiliser ces mesures. Moi, je suis assez surprise quand j'ai travaillé sur cette obligation réelle environnementale.
C'est assez feutré finalement comme information. Très peu de gens le connaissent. Moi, j'ai des amis qui sont notaires. Quand je leur en ai parlé, ils avaient l'air de dire qu'est-ce qu'elle me raconte, elle. Ils étaient un petit peu surpris. Ils me disaient ah, c'est intéressant, oui. Bon, écoute, personne ne m'en a parlé encore. Hein. Donc c'est quand on communiquera pas là-dessus, tant qu'on dira pas voilà ce qu'on vous propose, voilà ce que le droit vous propose. Hélas, je dirais que l'éthique est encore un petit peu en retrait par rapport à la sanction. Voilà. Merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Donc voilà. Élodie, si tu veux bien. Ouais, Sinon, celui-là, il fonctionne. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier parce que c'est super intéressant. Donc, et je sais que c'est difficile d'organiser quelque chose comme ça. Donc, vraiment, les intervenants, merci beaucoup. Moi, je suis, pour une question vis-à-vis de cette nouvelle loi, je suis absolument ravie qu'elle existe et d'apprendre que ça existe. En fait, je suis urbaniste, hein, donc je ne vais pas vous expliquer mon parcours, mais pour vous dire à quel point ça m'intéresse. Et je voulais savoir si vous avez des exemples donc comment ça se passe concrètement. Est-ce qu'il faut un acte notarié pour transmettre cette notion qui est vraiment très, très intéressante. Je voulais juste signaler... parce qu'en fait, en tant qu'urbaniste, j'ai beaucoup participé à la construction. Et donc, avec finalement, à un moment donné, là où j'en suis aujourd'hui, beaucoup de regrets. Parce que je suis moi aussi avec un papa qui m'a transmis plein de choses sur la nature et la mer en particulier. Donc, on pourrait parler longtemps là-dessus. Mais là où j'ai vraiment du regret, et ça m'a quand même amené à voir d'autres choses, et notamment que certains pays, en Europe d'ailleurs, ont fait des cartes de terres agricoles. Parce qu'en fait, le paradoxe de mon métier, des fois j'en ai vraiment marre, donc je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui, parce que c'est toujours construire sur des terres qui sont fertiles en fait. Hein. Alors on voit, et c'est très intéressant dans le reportage, qu'il y a 200 ans, c'est vrai que c'est l'agriculture qui a aussi beaucoup abîmé. Mais il y a quand même un rapport entre l'humain et l'espace qui est évident et que voilà. Donc bon, je ne vais pas aller là-dessus parce que c'est vous qui avez plus le savoir que moi là-dessus. Mais je suis vraiment intéressée par cette démarche de transmettre un patrimoine, de cette acceptation qu'il faut avoir sur son patrimoine de perdre de l'argent, parce que là, pour le coup, j'ai autour de moi des exemples constants de transmission du patrimoine bâti aussi. Ça coûte beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est ce qui va créer après une valeur collective. Et je voudrais aussi signaler ici quelque chose qui me touche personnellement, c'est la manière dont des accords ont déjà été passés sur la forêt domaniale du Var, qui est une des plus belles forêts qu'on connaît très mieux. Le Var, c'est 80% de forêt domaniale. Hein. Et en fait, il y a des accords qui ont été gelés. Et comme vous dites, la loi, c'est toujours... il y a eu un accord, c'est gelé, mais ça peut ressurgir, pour faire de l'exploitation de gaz. Donc ça, il y a deux choses sur la forêt du Var. C'est ce truc gelé sur des terres qui sont en fait privées. Hein, et c'est la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'une collectivité publique peut aussi utiliser cette loi qui vient de sortir, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je trouve qu'il faudrait faire le buzz, hein, parce que c'est vraiment... voilà, donc très intéressée par tout ce qui a été dit et je vous en remercie déjà. Merci. Alors, rapidement, c'est vrai que je ne suis pas rentrée dans les modalités pratiques, on va dire, de la mise en œuvre de cette loi. Je vous signale juste que c'est codifié, et je vous donnerai les références, hein, dans le Code de l'environnement à l'article L132-3.
Alors techniquement, comment ça se passe? En fait, il faut conclure un contrat avec une collectivité ou une association, hein, simplement, un établissement public qui agit pour la protection de l'environnement. Donc ça ouvre quand même des voies parce qu'on peut avoir une association justement qui œuvre pour la protection de l'environnement. Et on va faire naître, donc avec ce contrat, on le place un peu sous la protection de l'association, par exemple, hein, une charge pour les propriétaires ultérieurs du bien, pour le bien en fait, une charge réelle, c'est-à-dire des droits qui vont gréver ce bien. Alors je rappelle, je vais vous lire le texte, hein, on dit que les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Donc c'est large comme champ, hein. On a encore beaucoup de possibilités. On peut imaginer des obligations de jachère. Vous parliez de terres agricoles. On peut imaginer mettre sur ce bien des obligations de jachère. Donc ça, c'est important. Il n'y a qu'une chose qu'on a interdit dans la loi, c'est lié à beaucoup de lobbies qu'on connaît en France, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher aux droits liés à la chasse. C'est pas possible. Vous comprendrez pourquoi je vous parle de lobby sur ce bien. Alors, on pourrait s'inspirer. Ça s'appelle, vous excuserez mon anglais, mais au Canada et aux États-Unis, on utilise ce qu'on appelle les conservation easements. Donc, c'est vraiment ce modèle-là que l'on utilise et qui fonctionne très bien. On pourrait imaginer préserver des prairies, des mares, adopter des modes de culture plus respectueux de l'environnement avec la jachère, ne pas avoir certaines activités, culture d'OGM, etc. Donc effectivement, on pourrait, le champ des possibles est vraiment vaste et une collectivité publique, du moment où elle est propriétaire, peut passer avec une association ce contrat, qu'elle peut le gérer elle-même, a tout à fait cette possibilité d'utiliser ce dispositif. Donc c'est quelque chose effectivement qui vise les grands propriétaires terriens. Hein. Effectivement, on peut se poser la question si vous avez 500 mètres carrés de terrain et est-ce que ça vaut le coup de mettre cette obligation? Je suis pas sûre, mais on peut penser peut-être à des agriculteurs aussi, hein, qui sont des propriétaires terriens et qui ont une autre vision de l'agriculture aujourd'hui, qui veulent mettre des modes transmettre des modes de culture sur leurs terres et qui pourraient obliger à de la jachère, à des prairies, à tout un tas de choses. Mais comme je vous le disais, et vous avez raison, c'est notre patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vendez un bien en disant vous en faites ce que vous voulez, voilà, hein, vous l'utilisez. Vous le vendez en disant vous pouvez pas faire de culture OGM, vous pouvez pas, vous devez faire de la jachère, vous devez faire telle ou telle chose. Alors il y a un aspect positif, c'est-à-dire que on doit l'indiquer au preneur, à l'acquéreur. Et s'il ne répond pas dans les 2 mois, ça vaut accord. Donc, et pas l'inverse, parce que l'inverse aurait été assez défavorable. Mais bien sûr qu'on doit informer quand même celui qui va acquérir le bien. Et c'est une autre vision de la propriété. C'est une autre vision des terres. Je pense à vous qui travaillez beaucoup avec des propriétaires terriens, vous le disiez. Je ne sais pas, vous avez peut-être une expérience à amener. Est-ce que ces propriétaires seraient prêts à gréver ce bien de certaines charges, à obliger finalement à avoir une vision de cette gestion? C'est peut-être une question qu'on pourrait leur poser un jour. Oui, je pense qu'il y a une bonne question là-dessus. Ce que je vois, c'est que généralement, ceux qui me laissent l'accord ont envie de revaloriser ces terres-là. Ils sont enclins à avoir une activité traditionnelle qui reviennent. Ils ne sont pas forcément dans une demande financière. Certains, c'est un petit quelque chose, mais ce n'est pas l'essentiel de la démarche. Ils sont surtout contents de voir cette activité ancienne, locale, qui revienne. Maintenant, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire avec le Conservatoire Espaces Naturels, qui lui est gestionnaire de 10 000 hectares dans la région. Et moi, je me suis rendu compte, j'ai
juste d'avoir à peu près 1500 hectares d'autorisation. Oui. Bon, après, ça peut être très large des endroits, je vais pas... Alors typiquement, le contrat peut être passé avec le conservatoire. C'est typiquement le genre de structure que l'on cherche pour passer le contrat et gréver le bien après de ses obligations. Donc Après, c'est voir si effectivement les propriétaires seront enclins. Mm. Eux, de leur côté, ils ont déjà eu ces démarches-là. Maintenant, sur les propriétaires que je connais, est-ce que eux vont être aussi dans cette dynamique-là? Mais C'est, c'est vrai qu'il y a peu de communication sur ce type de possibilités quand on le retrouve, quoi. Après, ce que j'essaye moi d'amener dans la démarche, c'est d'expliquer. Alors là, on sent encore les premières années, mais ça va être d'expliquer aux propriétaires que plus sa gestion va être intéressante de son site, plus les plantes aromatiques vont être généreuses, plus quelque part, moi, je vais pouvoir cueillir un produit de qualité. Et les quantités, parce qu'à force de cueillir la plante sur du thym, tout un tas de plantes, elles sont de plus en plus jolies. Donc quelque part, je vais avoir de plus en plus à lui rétribuer. Donc comment gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Donc en lui disant, si vous stabilisez ça, finalement, vous nous permettez de mettre dans le temps d'appliquer ces démarches-là, d'appliquer une bonne pratique de gestion. Ouais. Et donc en fait, au final, vous allez devenir plus gagnant. Mais moi, j'ai besoin d'une garantie de durée parce que là, j'ai un site, par exemple, où il y a un souci d'héritage. Ça faisait 4 ans que je travaillais sur les parcelles. Et pour l'instant, tout est bloqué. Pour les questions d'héritage, je ne sais pas ce que les suivants vont faire. Enfin, c'est tout un. Ouais, on se dit c'est vite compliqué s'il n'y a pas une stabilité dans le temps pour mettre en place ce genre de travail. J'espère que j'ai répondu à votre question. D'autres questions dans la salle? Oui. Oui. J'ai une question pour Florentin. Qu'est-ce que vous cultivez comme plantes sauvages comestibles sur votre terrain? Alors, je cultive rien du tout, puisqu'elles sont sauvages, et je ne possède pas de terre. Donc, en fait, je fais les plantes locales. Donc, je fais le thym, romarin, sarriette, laurier, calamance. J'ai commencé par les plantes les plus classiques qu'on trouvait dans la région, et qui étaient des plantes aussi avec une certaine demande. Maintenant, j'essaye de travailler sur des plantes qui sont des fois moins connues, retravailler sur les savoirs anciens, ou essayer de revaloriser des plantes qui nous intéresseraient moins aujourd'hui et de trouver des applications. Mais je ne fais qu'une valorisation de l'existant. Et après, en termes de gestion, là, il y a d'autres projets qui sont pour l'instant en route. Ok. Et bon, vous pouvez cultiver aussi de l'ail des ours, la berce, la lierre. Alors, moi, j'ai pour principe de ne produire sur ce que je souhaite faire, c'est produire sur une terre que ce qui pousse naturellement autour. Donc, je trouve, de toute façon, si la plante a décidé, si biologiquement elle est adaptée à un milieu, c'est qu'il y a des raisons. Le type de sol, le climat, ces choses-là. Dès qu'on sort la plante de son milieu, on la cultive ailleurs, je pense que là, il y a des choses qui se perdent un petit peu. Et moi, je suis plutôt dans cette démarche de travailler ce qu'il y a autour de chez moi. Si je devais travailler l'ail des ours, il faudrait que j'aille là où il y a de l'ail des ours ou rencontrer producteurs qui le fassent sur place. C'est vraiment cette approche-là que j'ai pris depuis le démarrage de l'activité. Ok, merci. Bonjour. Alors j'ai une question j'ai deux questions même pour Virginie. Donc vous citiez tout à l'heure comme exemple de cette nouvelle loi là le Canada qui l'applique depuis plusieurs années. Alors est-ce qu'il y a des cas où des propriétaires se sont regroupés pour mener des projets de conservation privés comme un parc naturel mais privé en fait? Et la deuxième question c'est est-ce que cette loi permet de protéger le sous-sol aussi? Donc il y a l'extraction du gaz de schiste qui a été évoquée tout à l'heure, mais on peut penser à l'extraction de n'importe quel minerai. Est-ce qu'on peut bloquer sur une terre, mettons agricole, l'extraction du sous-sol? Alors, pour la première question, j'avoue que je suis incapable de vous répondre, mais on pourrait l'imaginer, puisqu'on parle de propriétaires, donc il suffit effectivement d'avoir cette qualité, et si on peut se regrouper aussi en association de propriétaires ou en différentes structures, j'imagine que c'est possible. Pour la deuxième, tout à fait, parce qu'on parle d'activité, donc on peut interdire sur
sur le bien, toute l'activité. On pourrait l'imaginer, alors pas en le disant comme tel, mais en tout ce qui nécessiterait en fait d'intervenir sur le terrain par des voies détournées. J'imagine qu'on pourrait effectivement y arriver. Je sais pas, vous avez un avis contraire? Oui, peut-être. C'est assez nouveau, hein, je vous le disais, c'est pour ça qu'on attend aussi un rapport parlementaire pour voir ce volet-là. Il faudrait aussi quand même, pour interdire ces activités, qu'on démontre, je vous le disais, une volonté de restauration de la biodiversité, qu'on ait ce lien-là avec cette notion. Oui. En fait, alors là, je vous laisserai creuser parce que vous êtes juriste, hein, mais il y a cette notion d'intérêt national qui existe sur tout le territoire. Oui. Et à partir d'une certaine profondeur, je ne suis pas sûre que ça appartient aux propriétaires. Ouais, ça, Pour exemple, le projet à l'époque de la ligne 14 est allé donc traverser des parcelles privées, puisqu'en fait, le métro parisien, grosso modo, quand il a été fait en 1900, enfin, voilà, au début du 20e, suivait les axes des rues, comme d'ailleurs les égouts, comme plein de choses. Donc on était sous le domaine public. Mais là, on a commencé avec la ligne 14 à créer une infrastructure de façon très profonde. Et il y a eu cette discussion juridique. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est suffisamment profond, il y a ça. Non, je ne sais pas, hein, moi, je n'ai pas le truc. Et puis, l'autre raison, c'est l'intérêt national. Voilà. Oui, après, il y a aussi la possibilité pour les pouvoirs publics de préempter, hein, de devenir acquéreur aussi de certains biens, d'avoir ces notions-là qui vont se rencontrer. En plus, je vous le disais, il faut trouver il faut conclure un contrat avec une collectivité publique, avec un établissement public ou une association, mais je pense qu'on peut déjà, peut-être pas l'arrêter définitivement, mais poser quelques freins et quelques interrogations, et notamment pas en allant franchement sur ce type d'activité d'exploration, etc., mais après, vous allez dire que c'est le rôle du juriste, mais de contourner la règle. C'est-à-dire en travaillant sur la façon dont on va décrire l'activité que l'on ne souhaitera pas mettre en place sur ces terres, on mettra déjà quelques barrières. Par contre, effectivement, rien ne nous garantit qu'on n'aura pas des pouvoirs de préemption de certaines collectivités ou de l'État, hein, tout simplement, sur ce type de structure, avec des expropriations qui sont aussi tout à fait envisageable après. Oui. Oui, je ne suis pas juriste du tout, hein, mais pour ce que j'en sais à propos du sous-sol, si vous avez une grotte sur votre terrain, elle vous appartient effectivement, qu'elle soit préhistorique ou un simple abri sans rien du tout, sans décoration. Mais pour ce qui est du sous-sol, il ne faut même pas espérer protéger quelque chose dans ce que j'ai compris. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler sur les activités sur le sol pour essayer par voie de ricochet, entre guillemets, toucher ce qu'on pourrait avoir en sous-sol. Voilà. Et après, moi, c'est effectivement cette petite loi-là me semble très intéressante et très porteuse. Effectivement, manifestement, elle est très souterraine, puisque, à part vous, personne n'en a entendu parler ici. Et je pense vraiment qu'il est important de la mettre à jour, d'avoir une association qui, effectivement, travaille sur cette loi. On voit les modalités, donne aux gens des possibilités très pratiques et des indications très pratiques pour le faire, parce que ça me semble vraiment primordial. Alors, juste pour vous dire pourquoi cette loi elle est un petit peu secrète, parce qu'il y a eu une grosse déception autour de cette loi, en fait. On attendait beaucoup de choses, beaucoup plus porteuse finalement, plus communicante peut-être, hein, dans cette loi. Et on a été assez déçus parce qu'il y a eu des retours. Par exemple, hein, je peux vous le dire, on a refusé de taxer l'huile de palme au même niveau que l'huile d'olive. Donc ça a été critiqué. Quid également de tout ce qui est fiscalité sur des productions à moindre impact, de tout ce qui est les herbicides, etc.
etc. Toutes ces questions-là n'ont pas été traitées par cette loi alors qu'on parle de biodiversité, et c'est vrai que ça a un peu contrarié, je dirais, les associations, et je le comprends vraiment. Mais parfois, on a toujours dans des lois, et il faut garder ce côté positif, une petite lueur d'espoir, c'est une petite fenêtre de tir finalement, et c'est celle-ci peut-être, alors il y en a d'autres, hein, mais je pense que c'est la raison du peu de publicité qui a eu lieu sur ce texte. Ce qui a surtout été mis en avant, c'est l'AFB, hein, l'Agence française de la biodiversité, qui est ressortie de ce texte. Est-ce que c'est la plus grande création qui existe? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je vous rejoins. Moi aussi, quand j'ai fait mes recherches sur ce que j'allais dire aujourd'hui et que je suis tombée là-dessus, je me suis dit c'est hyper intéressant en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait communiquer beaucoup plus, quoi. Et j'espère que ça arrivera. Et c'est vous d'ailleurs, hein, vous qui agissez dans les associations, vous dans votre tissu local, autour de vous, qui devez en parler et le proposer. J'en profite juste pour dire un petit mot. L'association Plantes et Planètes a sorti un e-book aux éditions du Souffle d'Or avec 13 contributeurs, et donc on retrouve tout l'article de Virginie Verdier dans cet e-book. Donc voilà, ce qu'on espère, il vaut 4,99 €, donc on a essayé de garder des prix bas. Donc n'hésitez pas à en parler, à diffuser, parce que justement tout son article sur la responsabilité, notamment sur cette loi, est dedans. Donc on essaye à notre niveau de commencer à communiquer un petit peu dessus. Effectivement, ça peut être une perspective de collaboration, de pousser un petit peu. Voilà. Oui, j'ai une question pour Cara. Est-ce qu'elle pourrait nous donner d'autres exemples de ce qu'elle fait depuis 2 ans avec les jeunes pour les éduquer à leurs responsabilités? So with the youth, there are camps that sometimes different areas or different organizations, they hold their own camping and cultural learning. Donc en fait, il y a différents camps, enfin organisations de séjour, etc. dans différentes îles avec différentes organisations. But in Hawaii, you mean in Hawaii? Yeah. Oui, à Hawaï, dans les différentes îles. There are also family days or family festival about the ocean. So kids and infants, babies, they can all be surrounded by that kind of energy to start from the young age to go up and to be involved already with having this kind of values. Donc il y a aussi des journées, des festivals en fait où les familles entières des enfants les plus petits déjà commencent à être inclus dans des actions. Donc c'est la famille entière qui participe à ces journées et à ces festivités sur ces notions d'environnement. There's actually a 2-week summer program that I want my own nephew to attend. It's on a different island than where he lives. Donc il y a un programme de 2 semaines auquel je voudrais bien que mes neveux participent. C'est sur une autre île. It's on Hawaii Island. C'est sur la grande île, donc l'île de Hawaï. With that 2-week program, they go to different areas of the island and they learn different traditional practices. So maybe gathering, before you enter the forest, you must oli, and you ask to enter the forest before you can take. Donc, par exemple, ils vont dans différents endroits de l'île pour apprendre différentes pratiques liées à l'environnement et notamment des traditions hawaïennes telles que avant d'aller
cueillir dans la forêt. Et il y a des chants à faire pour demander à la nature. Voilà, il y a tout plein de rituels à Hawaï avant de pouvoir cueillir ce dont on a besoin et que ce dont on a besoin. They also do a coastal hike, and with that they clean up they clean up the shoreline of all the trash that from the ocean, the trash washes up on our shores. Et il y a aussi des randonnées côtières que ces jeunes font et au cours desquelles ils nettoient les rivages parce que l'océan rejette sur les rivages d'Hawaï beaucoup de détritus, beaucoup de déchets, notamment de plastique, énormément. Et donc, ils ont cette tâche de nettoyer les plages et les rivages. And also with cooking, they learn how to which plants to use to cook to produce the traditional Hawaiian foods. Et ils réapprennent aussi à utiliser les ressources naturelles pour se nourrir, et ce que les anciens Hawaïens connaissaient pour utiliser les ressources de la nature et manger. I think through these types of camps and projects, the kids can then relate and connect with with nature and see what nature can provide for them and why they need to in turn take care of the plants. Et donc, lors de ces campements, je pense que les jeunes se rendent vraiment compte de ce que la nature peut leur donner. Ils se reconnectent avec leur terre et ils voient tout ce que la nature peut leur donner et tout ce qu'à leur tour, eux, peuvent faire pour protéger la nature. Je voudrais revenir juste sur un aspect pour vous dire que le rôle des associations sera important aussi dans l'application de cet article. C'est que le rapport qui doit être fait au Parlement sur ce mécanisme pour vérifier s'il fonctionne devrait notamment s'interroger sur la mise en place de mesures fiscales incitatives. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre des mesures fiscales qui inciteraient finalement les propriétaires et les preneurs à mettre en place de telles obligations. Et même, on s'interroge sur une labellisation presque des terres qui auraient bénéficié de ces obligations réelles. Aujourd'hui, elles n'existent pas, mais c'est une réflexion qui sera menée lors du rapport parlementaire. Et c'est vrai que s'il y a des mesures fiscales incitatives, vous le savez, ça a quand même une tendance du coup à avoir un effet un peu plus porteur aussi et peut-être à faciliter ces obligations. Voilà. Oui, il y a une question là devant. Et comme cette loi elle est appliquée au Canada, il y a quoi comme retour? Pardon? Comme la loi elle est appliquée au Canada, il y a quoi comme retour? Ça marche très bien. Il y a la Suisse aussi qui le fait, j'ai oublié de vous le citer. Mais ça marche depuis très longtemps en fait. Et c'est pas la première fois qu'on essaye de le mettre dans une loi en France. On parle un petit peu de compensation écologique, c'est-à-dire que ça serait une façon de faire de la compensation écologique. Et dans les autres États, ça fonctionne bien. Alors peut-être qu'aux États-Unis et au Canada, je ne mets pas la Suisse là-dedans, mais ça tient au fait des grandes propriétés finalement, de la taille des propriétés qui facilitent ceci. Mais si ça marche en Suisse, où là on est plus sur un exemple plus restreint et qui correspondrait plus à notre modèle, alors après avec peut-être une conscience écologique qui n'est plus la même, chacun ses atouts, ça fonctionne aussi, mais parce qu'en Suisse il y a des grosses incitations fiscales que l'on n'a pas forcément en France. Donc aujourd'hui, pas encore. Oui. Bonjour. Alors ma question s'adresse à Cara. Donc je suis éducatrice à l'environnement moi-même et j'ai parfois remarqué que c'est plutôt en transmettant des valeurs
que ce soit des valeurs morales ou même des valeurs, par exemple, alimentaires de certaines choses, que les gens peuvent avoir une envie d'entrer dans la responsabilité, on va dire, pour protéger, pour promouvoir ces choses. Et je voulais savoir si elle, dans sa pratique, elle a pu reconnaître, enfin voir, comme en réfère le titre de la table ronde, que en fait, en entrant dans la responsabilité, les gens en fait, ont de nouvelles valeurs par rapport à l'environnement. Des nouvelles valeurs par rapport au respect de l'environnement ou en général dans leur vie? Est-ce que la responsabilité vraiment crée de nouvelles valeurs? Est-ce que l'engagement amène de nouvelles valeurs aux gens ou c'est plutôt à partir de valeurs qu'ils avaient qu'ils vont entrer dans la responsabilité? So values and responsibility. It's like the chicken versus the egg, which came C'est comme l'œuf et la poule. Maybe they go hand in hand. En fait, ils marchent main dans la main. You know, you teach the values and there's the or maybe you teach responsibility and then I don't know how you can do one without the other. Comment on ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. So for me, it does start with the younger generation. If we want something to change, it's okay. Yeah, we can do it, but if we want something to really change, it starts with the next generation. Et pour moi, le plus important, c'est de commencer avec les toutes jeunes générations, les tout petits. Si on veut que quelque chose change vraiment, c'est avec les plus jeunes qu'il faut agir. We have to instill the values that we want to continue or that we want to improve, as well as how to go about it. Et on veut leur donner ces valeurs aux tout petits si on veut que ça se développe et que ça a un effet par la suite. Does that answer your question? Ça répond à votre question. Moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, on a vu que ça a créé de la valeur scientifique, puisque la responsabilité du cueilleur, justement, génère des nouvelles études scientifiques. Donc, ça peut créer voilà, une certaine valeur en termes de connaissances scientifiques. Ça crée de la valeur éthique, on l'a vu. Ça peut créer de la valeur économique, puisqu'effectivement, un produit peut être vendu plus cher s'il est collecté de manière responsable. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en fait, effectivement, donc on avait posé cette question, mais j'ai l'impression que dans les différentes réponses, on a vu qu'il y avait quand même de la création de valeurs. Alors, pas juste les valeurs éthiques, justement, quand on parle de valeurs, on a tendance peut-être à penser éthique, mais voilà, il y a peut-être d'autres sujets. Peut-être un petit mot sur l'aspect scientifique des recherches, parce que je crois que vous menez des recherches. Oui, ça j'ai évoqué un peu. C'est en fait au départ partie d'un approfondissement de la connaissance sur les ressources, notamment sur le thym. Il a fait faire différents stages au CNRS qui ont abouti sur de la publication. Et puis de là, en fait, j'ai eu l'effet inverse, c'est-à-dire que par observation sur le terrain, j'ai soit monté des stages avec des labos, ou plus récemment, c'est l'INSERM qui est venu me solliciter pour, voilà, voyant que j'avais une approche qui était aussi scientifique et pratique, et en entreprise, de peut-être essayer de monter ce qu'on appelle les projets collaboratifs ou ce type de projet. Et c'est vrai que les chercheurs avaient des idées pour avancer. Ce qui est problématique dans la recherche, c'est qu'il y a très peu de moyens et qu'en général, on nous dit on vous aidera quand vous aurez déjà tout fait quasiment. Donc là, on a avancé pendant 1 an pas à pas. Donc là, en amenant toute l'approche écologique qu'ils n'avaient pas forcément, parce que c'était du fondamental médical. Donc ils faisaient leurs petits essais, c'est du in vivo sur cellules musculaires, enfin, c'était tout leur petit travail. Puis moi, j'ai apporté d'autres éléments
sur ma connaissance. Et finalement, c'est comme ça qu'on a abouti avec certaines découvertes qui devraient pousser à publication. Et après, du montage de projet. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un dépôt de projet où je cherche à travailler sur la différenciation cultivée sauvage. Donc pas pour dire qu'il ne faut pas cultiver du tout, faire que du sauvage, mais pour dire que le cultiver fait dans les conditions les plus proches du sauvage, on va avoir une plante qui sera la plus intéressante au niveau principe actif, au niveau vertueux. Donc c'est un peu cette dimension-là qu'on va essayer d'amener, et ce qui rajoute aussi sur le fait qu'on peut privilégier des produits faits ici plutôt que d'importer. Enfin voilà, aujourd'hui, le plus gros producteur au monde de thym, c'est la Pologne, et pas du tout le pays du thym. Et sinon, ça va être beaucoup de produits du Maghreb qui sont broyés, distillés, aromatisés, mis en tube. Il y a des choses comme ça qui sont aberrantes dans le marché. Et c'est le plus gros de ce qui est vendu qui est comme ça. Donc, il faut aussi de ramener sur des produits plus cohérents. Et puis à ce moment, il faut expliquer. Puis c'est dans cette notion aussi de vertu, c'est pas juste organoleptique. Ça va être aussi sur principe actif. Je me soignais, je fais ma tisane avec du thym. Et je fais 2 gros salons sur Paris depuis 3 ans. Les personnes viennent et me disent, ils passent l'hiver. Tout ce qui est début de rhume, tous les maux de gorge, toutes ces choses-là, c'est balayé en quelques jours avec une bonne tisane de thym parce qu'ils ont un bon produit. On leur explique comment bien l'utiliser. Et en fait, ils passent l'hiver, ils sont eux-mêmes surpris. Ils reviennent, ils en prennent pour l'entourage. Et on voit qu'il y a un effet aussi qui passe là-dessus. Ils savent d'où ça vient, ils savent comment c'est fait. Ils posent toutes les questions. Et souvent, c'est ce que je dis, quand on veut savoir si un produit est bon ou non, comment c'est fait, poser plein de questions. Et on voit vite le moment où la personne qui est en face, elle arrête de raconter, où elle fait l'anguille. Parce qu'en fait, soit c'est pas elle qui produit, ou elle sait pas la provenance. Donc tout ça, c'est un ensemble. Je pense que là, voilà, on peut réexplorer le sauvage, s'intéresser à cette partie-là. Et là, on a beaucoup de découvertes à faire. Sa nature produit plus vite que ce que nous, on est capable de faire. On ne passe notre temps qu'à copier les molécules que la nature nous propose. On a encore le temps pour une dernière question, peut-être, s'il y en a une. Oui. Ça marche, oui. Là, je te pose la question, en tant que cueilleuse, la cueillette sur toute plante sauvage est très mise en avant. Et du coup, qu'est-ce que toi, à tes cueilleurs, tu transmets comme valeur, mais en termes de responsabilité de la cueillette? Techniquement, qu'est-ce que tu leur apprends autour de la cueillette? À toi, oui, pardon, Guillaume, pardon. En fait, c'est à chaque plante, dire qu'il y a la partie formation, c'est-à-dire pour chaque plante, on a mis en point un peu une méthode pour cueillir. Pour le thym, par exemple, on va cueillir que la repousse, il faut laisser de la feuille sous la partie qui a été cueillie, etc. Donc en fait, c'est de montrer aux personnes, contrôler aussi derrière. Il y a forcément un moment donné où on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils taillent trop court, etc. Et je le vois, le produit qui m'est porté, je vois si c'est bien taillé ou si c'est pas bien taillé. Mais je le fais sur un nombre réduit de plantes. Donc là, il y a plein de plantes qui ont été évoquées, l'arnica, toutes ces choses-là. C'est qu'il y a beaucoup, j'entendais ça et ça m'énervait. Puis au point où on disait, il faut laisser 10% de fleurs sur un site et ça suffit pour la ressource. Ce qui, d'un point de vue écologique, j'ai lu un petit nombre d'études là-dessus, ça ne veut rien dire du tout. Donc c'est vrai qu'il faut là voir toute la partie gestion, l'explication après comment on va prélever la plante, donc on passe de l'individu à la population. Donc ça, après, moi, je le fais sur les quelques plantes que je travaille. Et puis les personnes, c'est quand ils viennent en cueillette, souvent, qu'on peut montrer pour chaque plante comment ça va se faire. C'est aujourd'hui comme ça que je procède. Et puis comme je suis souvent en cueillette, si c'est pas bien fait, c'est un petit coup de faucille dans la main. Non, voilà, on explique, on dit voilà, il faut être pédagogue aussi. Souvent, je fais tester sur des plantes qui se régénèrent bien. J'en vois pas sur des teints spéciaux, des choses fragiles à la première cueillette. Alors, je vais demander donc, merci beaucoup pour les questions. Je vais demander un petit mot de conclusion à chaque intervenant. Donc, Cara, si tu veux commencer. So I'd like to leave everyone with another Olelo no Eau. Elle voudrait finir sur un proverbe hawaïen, un autre. This one really is my favorite. I think it sums it up. C'est son préféré qui résume tout, en fait, pour elle. He ali'i ka aina, he kawa ke kanaka. So the land, earth is our chief, and man is its servant.
Donc la terre est notre chef et nous sommes les gens, nous sommes ses serviteurs. So we are here to ensure the health of the earth, not just for humans, but for everything on the land, all species on the land and all species in the rivers, in the ocean. Et nous devons préserver la bonne santé de la terre, pas seulement pour les êtres humains, mais pour toutes les créatures vivant sur cette terre. Mahalo. Merci. Moi, en conclusion, je pense qu'il y a une approche qui est finalement de filière, mais complète. Ça va depuis la production, la ressource, et puis après, c'est tous les intermédiaires jusqu'au consommateur final. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait bouger les choses. C'est ce que je sens, moi, bouger dans mon activité, ou parce que le consommateur final veut certains produits. Toute la chaîne, en fait, s'adapte. Maintenant, c'est en producteur d'être un peu proactif aussi, parce qu'on voit que beaucoup d'entreprises vont aller très vite d'un seul coup, ils font leur petite recherche, parce qu'ils veulent un produit, il faut aller très vite, et puis les filières ne se montent pas. Donc c'est vrai que c'est d'avoir une approche complète et que tout le monde soit sensibilisé sur chaque étape pour qu'on puisse avancer correctement en gestion, préservation de biodiversité, et qu'économiquement, tout le monde s'y retrouve. Alors, moi, comme on était sur le thème de la responsabilité, j'aime bien cette phrase de Victor Hugo qui dit que tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Donc finalement, on va être libre de notre choix, de gréver, de nos biens, de certaines obligations. Mais du coup, comme on est libre, on est aussi encore plus responsable des choix que l'on devra faire. Donc le droit nous permet, pour une fois, d'être un peu plus libre et surtout beaucoup plus responsable. Merci beaucoup. Donc effectivement, quand nous, en éducation à l'environnement, notre but, c'est de rendre les gens autonomes dans leurs choix. Donc voilà, c'est parfait comme conclusion. Et effectivement, sur les notions de responsabilité, ce qu'on essaie de transmettre, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on a la liberté de prendre des ressources dans la nature et donc on a la responsabilité derrière, justement, d'agir chacun à son niveau.